transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Ruth Elkrieff, éditorialiste sur LCI, pardonnez-moi. Et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Dans Esprit Libre à 8h45. Nicolas Bétou, je commence avec vous. Il y a le désordre politique français. Et puis quand on regarde la télé, on voit ces bruits de bottes en Chine, avec la Russie, la Corée du Nord. Tout cela est réglé comme du papier à musique. J'allais dire comme un jardin à la française, mais c'est pas du tout ça. Il y a le fracas du monde, il y a ces gens qui en veulent à l'Occident, et puis il y a nos faiblesses. Oui, alors d'abord cette image du défilé en Chine est effectivement une illustration parfaite de la différence entre une démocratie et une dictature. Au fond, c'est une espèce d'allégorie de la fracture entre deux mondes, les démocraties qui sont perturbées par le fait même qu'il y a une liberté d'exprimer ces différences, et soit les dictatures, soit pour l'Inde, disons, les démocraties, comme on dit, illibérales. Ces pays-là ont un avantage qui a été d'ailleurs très bien défini en son temps. C'est une vieille réflexion de Nicolas Sarkozy. On en reparlera sûrement de Nicolas Sarkozy dans la revue de presse, dans notre débat. Nicolas Sarkozy expliquait à quel point les démocraties ont du mal à décider parce que les chemins d'arriver à créer une majorité sont tortueux, alors que les démocraties illibérales, les dictatures bien sûr, mais de plus en plus les démocraties illibérales prennent la main sur la conduite des affaires du monde parce qu'elles vont vite et décident court. C'est ce que dit Giuliano da Empoli dans L'Âge des prédateurs. Il dit Trump décide sur un coup de tête. Parfois, il prend de bonnes décisions, d'ailleurs sans réfléchir ni lire les notes de ses collaborateurs. Mais l'Amérique n'est pas une démocratie illibérale. C'est une démocratie populiste. C'est une vraie différence. On peut pas dire que Trump a été élu sur des manœuvres ou sur l'existence d'une forme de contrainte de l'opinion. Je pensais surtout au processus de décision, mais la force des démocraties, c'est la collégialité, l'adaptation. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que il y a une tentation autoritaire dans nos démocraties. Il y a la tentation de cette facilité de la décision rapide et imposée. Il y a une tentation de l'homme fort ou de la femme forte qui sauverait, soi-disant, le pays ou les pays. Et c'est un vrai problème. Parce que, en effet, on est dans une phase de fragilité, de faiblesse de la démocratie dans laquelle s'étalent ces faiblesses. Et donc, il y a une inquiétude, une angoisse profonde face à cette fragilité. Et donc, on doit s'adresser à cette question-là. Elle est psychologique autant que politique. Et donc, comment démontrer que ce n'est pas la solution, que c'est une solution qui nous conduit au pire dans le fond? Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que on voit et les partis, et les personnalités, et les égos s'opposer, se batailler, et ne penser qu'à leur intérêt premier et immédiat, alors que l'enjeu est beaucoup plus fondamental. Il est de démontrer que nous avons le meilleur régime possible, vous connaissez la phrase, à l'exception de tous les autres. Il y a des digues qui sautent, des tabous qui sautent, à la une des journaux, là. Le RN à Matignon, la tentation du pourquoi pas, c'est la une de l'Opinion. Et puis dans le Figaro, vous en parliez, Nicolas Bétou, Nicolas Sarkozy dit il faut une dissolution, et le RN fait partie de l'arc républicain, lui qui l'a toujours, sinon combattu, en tout cas il a expliqué qu'il avait siphonné les voix du RN lors de l'élection présidentielle qu'il avait gagnée. Que pensez de cette interview de Nicolas Sarkozy, Nicolas Bétou? Ma première réflexion, c'est de dire que d'abord je trouve que c'est une très bonne interview, très intéressante, et surtout je trouve que c'est probablement l'expérience, l'âge, peut-être le détachement aussi des affaires courantes, donne une expression qui est une combinaison assez intéressante d'expérience et de recul, de prise de hauteur. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce qu'il dit sur la Palestine, par exemple, ce qu'il dit sur la manière d'essayer de traiter, comme vous le disiez, et le Rassemblement national et les affaires politiques, la crise politique actuelle, me semble être cette espèce de combinaison, d'équation entre une très grande expérience et une forme de recul qui probablement lui donne aussi pas mal d'autorité, parce qu'une fois qu'il a parlé, c'est difficile, par exemple, pour les Républicains, de faire comme s'ils n'avaient rien dit. Ça, c'est pour le contexte général. Pour le reste, je pense que ce qu'il dit sur la dissolution va s'imposer d'évidence. Quand je
comprend de ce qui s'est dit dans le déjeuner que Emmanuel Macron a tenu hier à l'Élysée avec, disons, les chefs du socle commun plus François Bayrou. C'est-à-dire que quand il a demandé au socle commun et à tous les successeurs possibles de François Bayrou de regarder comment faire un gouvernement avec le Parti socialiste, moi je tombe des nues. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Tous les sondages montrent que la gauche est aujourd'hui à son plus bas niveau historique. Jamais la gauche n'a été aussi faible dans les urnes, en tout cas de toute la Ve République. Et donc c'est à ce moment-là que Emmanuel Macron, ignorant probablement totalement ce que dit le Parti socialiste depuis une semaine, c'est-à-dire la défense d'un budget qui est un simple massacre de tout ce que Emmanuel Macron a fait depuis 8 ans, défendant un budget qui est à peu près aligné sur toutes les thèses de la France insoumise, c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron se dit... Alors, est-ce pour sauver son poste? J'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas dans son état d'esprit, bon, encore que je doute, mais c'est à ce moment-là qu'il dit « Essayons un gouvernement avec le Parti socialiste », c'est hallucinant. Routel Krief, la voix de la sagesse, Nicolas Sarkozy. Alors, c'est compliqué. Évidemment, moi j'apprécie cette expérience. Souvent, c'est vrai qu'il a des raisonnements assez justes. Là, ce qui est très intéressant sur le plan purement politique, c'est que à la fois il refuse l'idée de la démission du président parce qu'elle porterait atteinte aux institutions. Donc, en l'occurrence, il a l'air de défendre Emmanuel Macron, mais c'est pas Emmanuel Macron personnellement qui défend. C'est plus l'institution. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ouvre la voie à une alliance entre le RN et les Républicains. Et c'est moi ce que je retiens de cette interview. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut une dissolution. Or, aujourd'hui, on sait qu'avec une dissolution, le RN arrive avec une majorité relative, c'est ce que disent les sondages. En même temps, il dit que LR doit s'abstenir sur le vote face à Bayrou et quelque part reprendre son autonomie face au bloc central. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une dissolution? Il pense que LR peut monter, et c'est vrai que les sondages donnent, le sondage du IFOP Figaro ce matin donne un LR à 13,5, ce qui n'est jamais arrivé, c'est donc une progression nette. Et donc, comment faire pour qu'il y ait une majorité stable, sinon une forme de relation, je ne sais pas comment la qualifier, entre le RN et LR. Faire du Ciotti, Éric Ciotti. Alors, ça va au-delà, parce que maintenant il y a les autres aussi, il y a Retailleau et évoqué. Donc, moi, ce que j'entends et ce que je comprends à travers les lignes, c'est qu'il ouvrirait une forme de voie là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas... je ne vois pas autre chose dans ce qu'il écrit. Qu'est-ce qui peut se passer s'il y a une dissolution? Il espère que LR montera, d'accord, mais tout seul n'aura pas la majorité. Donc ça veut dire que c'est quelque chose avec le RN. Nicolas Bétou. Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement et après tout, je vois pas dans les propos de Nicolas Sarkozy quelques mots qui permettent de dire qu'il souhaite ou qu'il a un raisonnement qui conduit à ça. En revanche, ce qui est, je crois, très intéressant dans cette interview, c'est le fait que Nicolas Sarkozy considère qu'il n'y aura pas de front républicain et que même s'il est décrété par les partis, le front républicain qui a sauvé en fait Emmanuel Macron et la gauche il y a maintenant 15 mois, Emmanuel Macron et la gauche, ce front républicain ne fonctionnera pas parce que probablement pense-t-il que les électeurs ne se feront pas avoir une deuxième fois. Et les électeurs de LR qui avaient voté la France insoumise en 2024 se feront pas reprendre au piège. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas de sondage sur les deuxièmes tours. Et le fait est que quand on a une extrême droite, c'est-à-dire à la fois RN plus le parti d'Éric Ciotti et l'UDR, à environ 30%, et si la dynamique du Front républicain ne vient pas casser ça, il n'est pas absolument exclu qu'une majorité peut-être extrêmement courte ou une toute petite minorité, si je veux dire, à la Rocard, lorsque Michel Rocard manquait de 2 ou 3 voix, si ma mémoire est bonne, c'est très possible que le RN arrive à travailler seul. Ouais. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse conclure de ce que dit Nicolas Sarkozy qu'il ouvre la voie à une cohabitation entre RN et LR. Pour le reste, vous le disiez, et je suis entièrement d'accord avec vous, la progression très spectaculaire de LR dans les sondages et la baisse
simultanée des troupes macronistes, disons, est un très grand enseignement de la période. Bon, mais on a une différence d'interprétation, mais je ne suis pas affirmative. Je ne dis pas non plus même qu'il le souhaite. Je dis qu'à travers les lignes, j'ai ce sentiment parce que ça pourrait s'imposer si le RN n'y arrivait pas tout seul, ce qui est aussi dans les sondages. Mais je ne dis pas qu'il le souhaite particulièrement. Eh bien, on en saura plus la semaine prochaine. Vous aurez l'occasion d'en rediscuter parce que la semaine prochaine, on sera, si ma mémoire est bonne, le 10. Et donc, on sera le jour de Bloquons tout, mais on sera 3 jours après, peut-être, la chute du gouvernement Bayrou. Et vous aurez l'occasion de le commenter. Merci encore. Séparons-nous avec Sarah Nemtanou, nouveau premier violon de l'Orchestre de Paris à partir de l'année prochaine. Son portrait aujourd'hui dans le Figaro avec celui du chef Esa-Pekka Salonen qui lui arrivera à la tête de l'Orchestre de Paris en 2027 et qui conduira en même temps celui de Los Angeles. Voici Sarah Nemtanou en attendant et Bach.